Salut les amis, en premier lieu je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2017, que tous vos souhaits et vos projets pour cette année se réalisent. Pour mon cas, j'avoue que c'est déjà bien parti car il y a eu beaucoup d'abonnés ces derniers temps et beaucoup de visionnages sur ma chaîne, grâce à la chaîne Snack Reptile d'ailleurs. Allez lui faire un petit coucou de ma part sur sa dernière vidéo pour le remercier de ce qu'il a fait pour moi. Plus vous serez nombreux et plus ça me fera plaisir. Allez, n'hésitez pas à aller le voir, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Je tiens à m'excuser auprès de tous ceux qui attendaient le deuxième épisode du guide d'élevage. J'avoue qu'il s'est fait attendre, mais avec la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai vu qu'il me manquait vraiment un peu de matériel pour vraiment donner quelque chose de qualité. Donc j'ai commandé de l'éclairage, d'ailleurs vous devez le voir, ça me pète un peu la gueule, mais au moins on me voit bien. Donc ça sera déjà ça de mieux pour cette vidéo. J'attends encore une prise son, car j'ai remarqué que c'est vrai qu'il y avait des fois des problèmes de son, donc je vais essayer d'y remédier. Et donc voilà, ça a pris un peu de temps, je suis désolé. Aujourd'hui, je vous parlerai donc de comment choisir la première espèce pour vraiment bien débuter, se faire plaisir, car les échecs à répétition sont souvent décourageants, donc mieux on choisira sa première espèce, et plus on prendra de plaisir à les élever, et pourquoi pas après en choisir d'autres plus compliqués et qui vous demanderont plus d'expérience que vous aurez acquise grâce à la première colonie. Sur cette vidéo, j'avais envie de faire une petite tentative et de vous faire un sommaire avec timecode au début. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez et si ça vous a été utile. Donc en premier lieu, on va parler de nos contraintes au quotidien, environnementales, qui pourraient vous amener à l'échec avec certaines espèces. Donc ça, ce sera le premier point. Ensuite, en deuxième point, nous aurons bien sûr parlé de vos envies. Quel type de fourmis vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie de voir au quotidien, tout simplement. Et donc je vous donnerai des exemples pour illustrer cela avec quelques espèces que je connais et que je peux vous parler et vous présenter. En 3, nous parlerons de comment se procurer sa première espèce, donc soit par une boutique, soit attendre un essaimage au cours de l'année, etc. Donc je vous ferai une petite parenthèse là-dessus et je vous ferai bien sûr une vidéo complète sur les essaimages, comment repérer les fourmis, etc. lors d'essaimage. Donc ça sera une vidéo à part entière. Et en 4, vous aurez mes conseils perso, ceux que vraiment j'estime seront les meilleurs pour débuter et vous présenterai du coup mes deux petits coups de cœur à moi que vous pouvez voir d'ailleurs en arrière-plan. Alors c'est parti, générique. Bon, on rentre dans le feu de l'action, ce sera pas du Bruce Willis, je suis désolé, mais il faut commencer par ce qui est gênant et du coup il y a les contraintes de notre environnement et de notre vie du quotidien. Et oui, parce que malheureusement, nos petites dames sont très capricieuses en maintien, et il y a des choses qui malheureusement nous mèneront tout droit à l'échec. Et même si un échec, c'est toujours embêtant, au bout d'un moment, ça nous décourage et on finit par arrêter, alors que c'est vraiment une activité passionnante que l'observation des fourmis. À mon avis, la principale contrainte dans l'élevage des fourmis, ça va être le climat. Et oui, on sous-estime souvent le besoin d'investir dans un système de chauffage adapté. Mais nos petites dames ont besoin d'un cycle de température. Alors elles vivent sous terre, donc n'ont pas besoin d'éclairage, mais la géothermie change en fonction des saisons et bien sûr de la journée. Et ce sont ces choses qui leur permettent vraiment d'avoir des repères et un confort de développement. Donc si on n'a pas une maison qui va avoir un environnement convenable, il va falloir investir dans un système de chauffage adapté et dans un thermostat qui est pour moi vraiment primordial. On sous-estime l'intérêt du thermostat, mais ça permettra vraiment d'avoir une stabilité et un cycle vraiment proche de ce qu'elles auront besoin pour un développement optimal. Bien entendu, dans une prochaine vidéo de ce guide, je vous parlerai en détail des différents systèmes de chauffage avec leurs avantages et contraintes en fonction de votre utilisation. Mais pour le moment, revenons
à nos moutons, enfin à nos fourmis, bien sûr. Et dans la deuxième contrainte que je trouve importante, il y a ce qu'on appelle la diapause dans le milieu de la myrmécologie. C'est le moment où les fourmis en hiver se remettent au repos pour préparer la saison prochaine. Donc en général, la colonie tourne au ralenti, se nourrit plus, la reine arrête de pondre dans cette période, ce qui lui permet de se reposer et d'être beaucoup plus prolifique l'année d'après. Et du coup, la diapause, il y a deux types vraiment, je dirais, de diaposes. Il y a les diaposes pour les fourmis européennes qui sont assez contraignantes quand même, car elles vont demander une température entre 3 et 8 degrés maximum, ce qui est donc finalement en général au frigo ou une cave à vin si vous avez, parce que c'est le top du top pour les diaposes. Mais voilà, on est vraiment obligé de passer par un système qui va refroidir et maintenir le froid. Donc je trouve ça plutôt contraignant. Il y a énormément d'espèces de fourmis et du coup, il y en a certaines qui vont être un peu plus difficiles à maintenir et qui vont être fragiles au stress, par exemple, aux variations de température, d'humidité, et qui vous pardonneront aucune erreur pour le départ. C'est vrai que par exemple, la famille des Camponotus, c'est comme l'espèce Camponotus est un peu délicate, malgré qu'elle soit super belle, c'est une espèce qui va être assez sensible. Et donc, comme vous pouvez le constater, avec toutes ces contraintes, certaines espèces vont du coup demander un peu plus d'argent au départ, que ce soit pour trouver l'espèce en question, ou que ce soit pour les maintenir. On passe aux choses un peu plus plaisantes, pas de là à sauter jusqu'au plafond, mais ça sera quand même plus sympa que les contraintes, on passe à nos envies. Et oui, parce que bien sûr, on est dans les fourmis par envie et par passion, donc on a des petites choses qui vont nous plaire. Alors il y a l'esthétisme, comme tout le monde, il y a des choses qui nous plaisent à l'œil, et donc il faut choisir la fourmi qui nous plaira déjà au niveau de l'œil. Donc on va avoir des fourmis de plus ou moins grande taille, de différentes couleurs. Alors par exemple, on a la Camponotus herculeanus, une des plus grandes fourmis européennes. Je vous mets une photo ici, mais on a les petites Phédole pallidula qui ont énormément de succès par là. Donc on passe vraiment d'un extrême à l'autre au niveau de la taille et de l'aspect, enfin bon, donc l'esthétisme est pour moi important. Ensuite, dans l'esthétisme, vous avez certainement remarqué qu'il y a des fourmis qui se ressemblent toutes, on appelle ça un monomorphisme, et des fourmis qui sont différentes au sein de la même colonie, avec des tailles différentes, de la petite à la grande, avec des têtes plus ou moins grosses. Donc ceux-là ont des noms, alors on n'appelle pas forcément castre, parce qu'on se rend compte que la castre est plutôt utilisée pour nommer une fonction, et on se rend compte que beaucoup de fourmis, donc polymorphiques, n'ont pas forcément de fonctions différentes, elles ont toutes la même utilité, donc on ne va pas parler de castre. Une des fourmis qui a une castre, c'est la Phédole pallidula, avec des soldates qui ont l'utilité vraiment, une utilité bien précise dans la colonie. Il faut aussi parler du coup du comportement, parce que moi personnellement, c'est ce qui m'a intrigué chez les fourmis, c'est leurs comportements sociaux, et donc du coup, il faut prêter attention à ce que l'on préfère. Il va y avoir, je pense, vraiment deux types de comportements que l'on va rechercher. Il va y avoir les chasseuses, comme d'ailleurs les Aphalaenogaster senelis, qui sont très simples pour commencer, qui ont un comportement de recrutement, comme les Phédole pallidula d'ailleurs, qui sont aussi des très très bonnes chasseuses. Et à l'opposé, on allons avoir les récolteuses, donc on a des Crématogaster qui vont, Crématogaster scutellaris, pardon, qui vont élever les pucerons sur les tiges de rosier, leur couper les ailes et les traire du miella dont elles pourront se nourrir. Nous avons bien entendu les célèbres et très intéressantes Messor barbarus, qui elles sont des granivores. Donc elles vont récolter les graines autour de leur territoire, elles vont mastiquer ces graines et laisser fermenter dans leur jabot social pour en faire une sorte de pâte à pain
véridique, c'est un peu les boulangères des fourmis, et je les trouve vraiment passionnantes d'ailleurs, et c'est vraiment celle que je recommande pour débuter. Nous allons aussi avoir la patience, parce que les fourmis ont un développement plus ou moins long en fonction de l'espèce, et du coup, de toute façon, il faudra être patient quoi qu'il arrive, mais il y en aura où il faudra être encore plus patient. Donc choisissez aussi une espèce qui sera plus ou moins longue en vitesse de développement en fonction de votre patience, bien évidemment. En parlant de patience, je remercie ceux qui sont encore avec moi à ce stade de la vidéo. C'est que vous en avez au moins un minimum pour m'écouter, donc c'est déjà pas mal. Donc, dans les envies, il y aura aussi la question, bien sûr, c'est quelque chose qui est répandu et donc il faut en parler, endémique ou exotique, quelle fourmi choisir? Alors, je ne peux pas vous dire de ne pas prendre d'exotique. La seule chose que je peux, sur laquelle je dois insister, c'est la méfiance avec les provenances de vos exotiques, car il y a des fois un manque de quarantaine et vous pouvez vous retrouver avec une colonie infectée et qui va infester le reste de votre élevage. Donc un peu de méfiance quand même avec les exotiques. Nous en reparlerons à la fin de cette vidéo un peu plus en détail. Alors, le troisième chapitre, c'est comment se procurer sa première espèce. Est-ce que nous achetons notre première fourmi en boutique ou alors est-ce qu'on attend la saison des essaimages et on trouve une reine avec laquelle on va débuter du début vraiment de la fondation avec les premiers œufs, les premières ouvrières et toute la difficulté aussi que peut représenter un départ, mais avec toutes les joies aussi que cela représente. Alors, 2 points, je pense qu'il faut aborder. Les boutiques, oui, il y a des très bonnes boutiques que je peux recommander, avec lesquelles j'ai pu travailler plusieurs fois dans le domaine privé, bien sûr, mais avec qui j'ai eu des très bons résultats et des personnes de confiance et de qualité. Et bien sûr, l'essaimage, c'est le moins coûteux, c'est, je pense, le plus enrichissant quand cela fonctionne, mais c'est aussi souvent très difficile, surtout pour le début, car quand on commence dans la myrmécologie, je le sais, on passe tous par là, surtout dans les débuts, on est un peu impatient et on va voir si elle a pondu ses premiers œufs, etc., etc. Et finalement, on impose un peu trop de stress à la fondation, ce qui peut rendre plus difficile son développement au départ. Donc moi, mon conseil vraiment, c'est pourquoi pas se faire plaisir avec une première petite fondation avec pourquoi pas une vingtaine d'individus, voire une cinquantaine d'individus, et faire une saison complète d'essaimage des espèces que vous avez envie d'élever un côté, et comme ça vous aurez la patience de les laisser se développer au départ, car vous aurez toujours votre première petite colonie à côté pour vous en occuper. Donc voilà, nous avons fini avec les conseils pour choisir son espèce. Alors avec tout ça, maintenant, vous devez pouvoir vous diriger vers une espèce qui vous plaira. Donc maintenant, direction les forums pour les fiches d'élevage ou les vidéos sur YouTube si vous trouvez, enfin toute documentation qui vous permettront d'accueillir correctement la première espèce que vous déciderez d'élever. Ce qui sera d'ailleurs le sujet, un sujet abordé dans une des vidéos de ce guide. Passons au dernier point de cette vidéo, les conseils de Crazy. Alors ce sera plutôt un résumé de ce que j'ai déjà dit, car c'est des points que j'ai abordés au long de cette vidéo, donc ça vous fera un petit résumé sur moi ce que je vous conseille précisément. En premier lieu, je vous en ai parlé au début, les espèces qui pour moi sont les plus faciles à élever et en plus très intéressantes à observer, ce sont les Messor barbarus, ici, et les Aphaenogaster senilis, ici, avec 2 comportements complètement différents, une morphologie aussi complètement différente. Enfin bon, elles sont totalement à l'opposé, mais en même temps vraiment faciles à maintenir en captivité.
Nous commencerons par la Messor barbarus, qui est une fourmi méditerranéenne. Elle est surtout basée surtout pour tours méditerranéens. Donc c'est une grosse fourmi qui fait jusqu'à 2 cm en taille pour la gine et les majors qui sont car c'est une espèce polymorphique. Cette espèce est aussi polygyne. Alors, la Messor barbarus va avoir beaucoup d'intérêt au niveau de l'observation car c'est une fourmi de grande taille, donc pas besoin de loupe pour les voir, c'est l'avantage. Elles ont une alimentation assez facile, elle est surtout basée de graines, donc pour les graines, rien de plus simple. Alors prendre des précautions sur le choix de la qualité, éviter de prendre des graines dont vous ne savez pas la provenance et des graines que vous pourriez trouver dans des champs qui auraient pu avoir des pesticides ces derniers temps. Donc préférez toujours des graines bio et heureusement c'est une alimentation qui se développe dans nos centres commerciaux, donc rendez-vous au rayon centre commercial, prenez des assortiments de graines bio, type graines de millet, graines de lin, graines de pavot, graines de courge, c'est parfait, vous achetez des sachets, ça vous tiendra l'année sans problème. Elles auront quand même besoin d'un apport en protéines, et là je conseille de ne pas avoir la main trop légère parce qu'on sous-estime souvent le besoin en protéines de la Messor barbarus. En effet, moi je sais que je nourris avec beaucoup de protéines, et cela fait 2 ans que j'ai eu l'apparition de princesses dans la colonie, signe d'une colonie qui se porte bien pour produire des individus qui sont finalement inutiles puisqu'il n'y a pas de mâle, donc pas de reproduction. Ça fait que des individus gourmands en apport alimentaire. Donc si la colonie se le permet, c'est qu'elle a de quoi faire. Donc moi je leur donne beaucoup d'insectes, type blatte, c'est parfait, et je donne aussi de la gelée protéinée que je fabrique moi-même, et vous avez peut-être déjà vu la vidéo. Si c'est pas le cas, je vous mettrai le lien bien sûr en description. C'est une espèce qui supportera quelques oublis et quelques soucis de climat, humidité et température, mais pour leur bien et un développement optimal, je vous conseille de respecter quand même ces 2 paramètres, c'est-à-dire une température assez haute en période de saison chaude, donc de mars à octobre, comptez 25 degrés, 26 en journée et une température de 21-22 pour la nuit. Et pour l'hiver, ce sont des fourmis quand même européennes, même si elles sont du sud, donc je conseille fortement une diapause entre du coup novembre et février de 15 degrés à 18 degrés, ça serait vraiment parfait. Voilà pour la Messor barbarus. Passons à la Phaeonogaster senis, qui est mon gros coup de cœur personnellement. Alors il y a un côté sentimental, je vous le cache pas, c'est une colonie que ma femme m'a offerte. Donc c'est ma première colonie achetée et celle qui finalement m'a permis de garder le goût à la myrmécologie, car comme certains d'entre vous, bah oui, j'ai eu mes échecs au début et cette colonie à maintenir m'a vraiment donné envie de persévérer et de continuer, car en fait c'est une espèce qui est vraiment très intéressante. En effet, c'est une espèce très singulière, car la Phaeonogaster senis est une fourmi qui a beaucoup de particularités. Une des premières, c'est celle de ne pas avoir de jabot social comme beaucoup, et donc de ne pas pouvoir pratiquer de ce qu'on appelle la trophalaxie, l'échange de nourriture entre individus. Elles sont donc obligées de transporter la nourriture elles-mêmes, ce qui leur pose un problème pour les liquides. Elles sont donc obligées de prendre ce qu'elles vont trouver autour qui va absorber les liquides pour ramener les liquides à la fourmilière. Car deuxième particularité, c'est au niveau du couvain. En effet, les larves se nourrissent elles-mêmes. Les fourmis amènent le couvain sur la nourriture et les larves se mettent sur la nourriture et pompent la nourriture. On les voit d'ailleurs gonfler au fur et à mesure. C'est assez superbe à regarder. Autre particularité, comme je vous l'ai dit, ce sont des chasseuses. Elles sont capables de communiquer entre elles pour coincer leur proie, et il y en a une ou deux en général qui vont à la mise à mort et les autres qui
encercle la proie pour éviter que la proie s'échappe. C'est une technique de chasse qui est assez superbe à regarder. Vous pouvez voir d'ailleurs sur certaines de mes vidéos des parties de chasse à Able City ou Able Adventure, parce que ça s'est agrandi. Et donc du coup, c'est ce terrarium ici d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est vraiment assez sympa à regarder. Il y a aussi un gros avantage avec les Aphalaenogasters senilis. En effet, c'est une espèce qui résiste très bien aux acariens. Et ce sont, comme je vous ai dit, ces petites bêtes, les ennemis publics numéro 1 de l'élevage de fourmis en captivité. La seule contrainte qu'il va y avoir, c'est au niveau alimentation, elles auront besoin d'un apport élevé en protéines, donc beaucoup d'insectes. Alors moi, malgré que cette espèce résiste aux acariens, je préfère donner que du congelé. Ça évite que s'il y a des acariens dans ce terrarium, qui pourraient se propager dans les autres. Donc en mettant tout le monde au même régime congelé, ça m'évite d'avoir des acariens dans tous mes terrariums et une propagation. La deuxième contrainte va être au niveau climatique. Encore une fois, comme les Messer barbarus, c'est une espèce méditerranéenne et donc elle va avoir besoin quand même d'un peu de chaleur aux saisons chaudes. Donc comme la Messer barbarus, d'ailleurs elles sont côte-côte. Les thermostats sont réglés, donc c'est deux différents, mais ils sont quand même réglés aux mêmes températures, aux mêmes saisons. C'est-à-dire, on va avoir de mars à octobre une température de 25-26 en journée et 21-22 la nuit, avec une température aux saisons froides, donc de novembre à février, entre 15 et 18 degrés en continu. Donc voilà pour le petit coup de cœur et conseil pour le choix de votre première espèce. Il faut aussi aborder le souci des échecs au départ, car en fait, on pense souvent que c'est plus simple que ce qu'il n'y paraît, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. Et c'est vrai que les échecs sont souvent démotivants. Donc surtout, moi je vous conseille de trouver, et oui, il faut dépenser un tout petit peu d'argent au début, mais comme je vous disais, commencez avec une petite colonie que vous allez trouver en boutique d'une 30 ou cinquantaine d'ouvrières. Comme ça, vous aurez un petit peu d'activité à observer dès le départ et des soins à donner. Et en parallèle, surtout, renseignez-vous. Vous trouverez des calendriers d'essaimage assez facilement sur Internet. Je vous en mettrai un dans une vidéo, c'est promis. À la saison d'ailleurs, et du coup faites une saison d'essaimage pour avoir le bonheur de débuter d'une reine toute seule, d'une gine toute seule. Vous aurez ainsi la patience de laisser votre gine au repos et de la laisser commencer sa fondation tranquillement, tout en ayant votre deuxième colonie à côté que vous vous aurez procuré sur une boutique pour profiter pleinement de la découverte avec toute l'impatience que l'on a quand on découvre une nouvelle activité. Je vous ai aussi parlé des exotiques, et oui, le monde des fourmis est splendide et le monde est très grand, donc avec beaucoup de fourmis différentes. Donc oui, il y a des exotiques qui sont vraiment fascinantes, et je suis le premier à le dire, j'en ai élevé quelques-unes, et elles requièrent toutes quand même beaucoup plus de savoir, de maintien et de réactivité que nos bonnes endémiques qui quand même sont acclimatées à nous. Et il y a aussi bien sûr l'éthique, c'est-à-dire que nous importons quand même des fourmis qui ne sont pas faites pour vivre ici, mais certaines peuvent survivre dans les conditions climatiques que nous avons, et du coup peuvent infester notre faune et notre flore, ce qui pourrait être vraiment dramatique au point de vue écologique. Donc réfléchissez bien à l'achat d'une espèce exotique, et s'il y a des risques pour l'environnement, alors moi personnellement je vous la déconseille fortement. Il y a beaucoup d'autres espèces qui seront tout aussi fascinantes et sans aucun danger pour notre environnement. Et si vous franchissez pas, prenez une installation qui sera totalement étanche aux invasions, car les risques peuvent être vraiment dramatiques. Nous avons la fourmi de feu qui est en train d'envahir le monde et qui est en train de détruire une grosse partie des espèces où elles se sont installées, car elles font des grosses colonies et elles détruisent tout sur leur passage. Dans le prochain épisode de ce guide,
j'aborderai tout ce qui est matériel avec mes astuces, mes bons plans, surtout, venez pour la prochaine vidéo du guide. J'aborderai du coup les différents systèmes de chauffage avec leurs atouts et inconvénients, ainsi que les thermostats, plus certainement le petit matériel qu'il va vous falloir autour pour nourrir vos fourmis, enfin tout ce qu'il vous faudra comme matériel pour bien recevoir votre première colonie. Alors soyez sympa, si vous avez aimé, un petit j'aime sur la vidéo serait vraiment sympa. Si en plus vous pouvez la partager ou en partager d'autres en fonction de vos envies, ça serait vraiment gentil. Comme vous pouvez voir, je commence à avoir quelques abonnés en plus et c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur et ça me donne vraiment envie de me donner encore plus pour vous. Donc n'hésitez pas à m'aider à garder cette motivation en partageant et en aimant mes vidéos. Allez, ciao ciao les amis. Alors n'oubliez pas le petit pouce bleu et puis pour vous abonner, cliquez sur le bouton ici. Ciao ciao. Putain, je me suis pas embrouillé pendant 5 minutes. J'en suis au niveau de la place.